Aujourd'hui, je suis avec Sandra Meunier. Je souhaitais t'interviewer sur la question de trouver sa voie. Alors, je situe le contexte. Actuellement, je suis en train de rédiger un ouvrage qui va s'intituler Trouver sa voie devait s'apprendre, entre parenthèses, à l'école. Et voilà, je rencontré Sandra et je trouve que son travail autour de la joie est très intéressant. Car elle a créé un dispositif, notamment un jeu, il me semble, un jeu qui s'appelle Terre de joie. Et je pars du principe que l'orientation, trouver sa voie, en fait, finalement, la chose la plus importante, finalement, c'est de trouver sa joie. Donc, Sandra, aujourd'hui, bienvenue. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là, aujourd'hui, à parler de la joie? Ouh, non, bah, d'abord merci, hein, merci de m'accueillir. Alors moi je suis art thérapeute. J'ai fondé une association qui s'appelle Nétoile, des soins de joie à l'hôpital pour adultes hospitalisés. Et avec comme devise, si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu'on a sur elle. Et ça, c'est une grande partie de ma vie professionnelle. Et au bout de peut-être de 15 ans d'expérience à l'hôpital, j'ai eu envie de transmettre des valeurs, une réflexion profonde chez les enfants autour de la joie, parce que j'ai beaucoup accompagné les personnes en fin de vie ou très malades. Et cette question du sens de la vie, quel est le sens de la vie, quel sens ils avaient mis dans leur vie, quel chemin ils avaient choisi, est-ce qu'ils avaient été dans la joie, est-ce qu'ils avaient été heureux, c'était quelque chose qui était récurrent. Et je me suis dit, mais il faut le dire tout de suite aux enfants. Le plus important, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Ben, c'est d'être heureux fondamentalement. Mais de quel bonheur parle-t-on? Donc j'avais envie de leur transmettre des pratiques de joie intérieure, leur transmettre que quoi qu'il se passe à l'extérieur, on peut avoir une ressource de joie intérieure. Donc j'ai eu la chance, enfin la chance, je me suis donné aussi la chance, hein, de le tester à l'école et après de rencontrer la maison d'édition Nathan, donc Nathan Scolaire. Et ils ont été partants pour cette aventure. Bon, ils ont été partants, mais ils ont dit il faut quand même le tester auprès des enseignants. Donc ça a été testé pendant 1 an. Grâce à Léa. Donc Léa, c'est un portail informatique, un portail qu'on trouve sur Internet et qui accueille énormément d'enseignants, plus de 150 000, il me semble. Et donc, on a pu tester ce dispositif. Et moi, je voulais être au service des enseignants. Je voulais aider les enseignants à transmettre autre chose que les matières classiques, on va dire. Et je me suis dit, mais cette question de la joie, et si ça pouvait faire partie d'un enseignement? Je trouve que c'est très intéressant que ça fasse partie d'un enseignement. Et donc, de donner les outils aux enseignants pour transmettre cette joie intérieure. Et dans la question de la joie, ce qui me semblait très important, c'était aussi une joie collective. Parce que pour moi, c'est ça la joie. Hein. Ce n'est pas une joie coupée des autres. Moi, je vais bien, mais les autres, je m'en moque. Non, pas du tout. C'est je trouve des ressources de joie en moi, je sais les partager et je suis sensible à l'énergie de la classe, à l'énergie du collectif et je fais en sorte qu'ils soient plus heureux ensemble, qu'on soit plus heureux ensemble. Et d'apporter une réflexion sur le bien-être collectif et individuel me semblait indispensable, vu ce qu'on traverse depuis des années. Je me suis dit, mais il faut que ça fasse partie de l'enseignement. Parce qu'un enfant qui devient un adulte heureux, c'est d'abord un enfant qui a des bases de connaissance de soi, connaissance des émotions, et puis l'utilisation de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est un outil extraordinaire pour donner de la joie. Donc, je voulais vraiment transmettre ça. Ok. Voilà. Alors, bah, du coup, la question de la joie, ça ramène un peu à la connaissance de soi. Est-ce que tu peux nous partager comment toi, t'en es venu à là dans ton parcours? Est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a amené à découvrir la connaissance de soi et qui ensuite t'a amené vers cette question de la joie finalement? Oui, alors le déclic, je dirais, c'est la non-joie, justement. C'est la perte de joie. Alors, une perte de joie, pas totale quand même, mais profonde. Donc, c'est une adolescence difficile où
voilà, je vis beaucoup de questionnements, enfin, je me sens vraiment pas bien. Et donc, j'ai accès à des... ouais, je me sens perdue, hein. Et je pense que je perds la joie. En tout cas, j'ai quand même des idées bien morbides. Et donc, dans ce moment de souffrance, il y a des questions essentielles. Mais pourquoi on vient sur Terre? C'est quoi la vie sur Terre? Enfin, et la connaissance de soi donc vient autour de 15 ans. Ça commence à 15 ans et ça ne m'a jamais quittée en fait. Donc heureusement qu'il y a la non-joie aussi, heureusement qu'il y a les difficultés, heureusement il y a la perte de repères qui peut nous amener à des questions profondes. Donc je dois dire aussi que tu parlais de la joie et de la voie, trouver la joie. Et pour moi, c'était ça aussi la question fondamentale, parce que depuis que j'étais enfant, je me posais la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Cette question, elle est venue assez tôt quand même. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis, alors, l'adolescence, ça grandit parce qu'en plus, quand même, on se dit, ben, on va s'orienter vers quoi? Et je me dis, mais qu'est-ce que je suis venue faire? Et je vais faire quoi? Et en fait, quand même, j'ai senti un manque au niveau du collège, du lycée, mais un manque parce qu'à chaque fois que j'étais accueillie dans la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, on me disait, ah, mais vous aimez vraiment beaucoup le social. Ah, mais vous aimez aussi beaucoup l'artistique. Et voilà, on montrait une dualité et non pas une unification. Et moi, j'étais là, mais je choisis quoi? Où et où? Ça va être difficile, ça, quand même. Et il m'a fallu vivre un grave accident à 20 ans où là, j'ai vraiment failli mourir. Donc, un moment aussi difficile, perte de repères, et qui va aussi avec une perte de repères. J'étais à la faculté, moi j'étais en DUG de lettres. Donc, je redouble, après je passe en licence, après je fais une maîtrise, mais en fait, je ne savais pas vers où aller. Et en fait, pourquoi je parle de cet accident? C'est 7 ans après, je me dis, mais en fait, j'ai failli mourir quand j'avais 20 ans. Et à 27 ans, je ne sais pas encore quoi faire de ma vie, mais en fait, je ne suis pas vivante. Et, euh, et là, ça a été une envie de vivre terrible en disant, qu'est-ce que je suis venue faire? Il faut vraiment que je réponde à ça. Et heureusement, on m'a parlé de l'art-thérapie, donc on voit que ça réunit mes deux facettes, art et thérapie. Je fais, alors là, c'est bon, ça y est, je vais faire ça. Et je me reforme à bientôt 28 ans. Et là, je me reforme pour devenir art-thérapeute. Ok. Voilà. Donc le déclic, ça, voilà, ça a été plusieurs déclics, quoi, finalement. Mais il y Le avait quand même déclic, cette question ouais. centrale, ouais, de mais qu'est-ce que je vais faire, en fait, vraiment, qui va faire que je me sens à ma place. Eh bien, disons que la connaissance de soi vient avec le mal-être et avec le mal-être vient aussi le qu'est-ce que je vais faire. En fait, c'est vraiment tout est imbriqué et moi, enfin, je sais pas, en même temps, la connaissance de soi, c'est parce que c'est un mot. Qu'est-ce qu'on met derrière la connaissance de soi? Moi, je mettrais la connaissance tout court. J'étais passionnée de savoir comment un être humain fonctionne et comment la vie, comment ça fonctionne. Et puis, les questions de la vie sur Terre, enfin, c'est plein de questions métaphysiques, en fait, ouais, profondes. Mhm. Ça, c'est venu à l'adolescence, mais c'est même venu beaucoup plus tôt. Quand j'étais enfant, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on meurt? On meurt sur Terre? C'était quoi? En fait, c'est intéressant de voir que la question de la joie vient après tout un cheminement sur, en fait, mais on est mortel, mais c'est terrible. Mais en fait, il y a de la souffrance sur Terre. Comment on fait pour moins souffrir sur Terre? Et en fait, cette question de comment on fait pour moins souffrir sur Terre m'a amené à me questionner sur, mais comment on trouve de la joie? On peut le penser aussi comme ça. Mhm. Et je me suis intéressée assez rapidement. Je me souviens quand j'ai quitté Paris, puisque moi je viens du sud de la France, quand je quitte Paris, quand je quitte le sud pour aller à Paris, je suis partie avec une phrase, je cherche ce qui ne meurt jamais. Est-ce qu'il y a des choses qui ne meurent jamais? Donc on voit que c'est des questions quand même très profondes. Et je pense que ce qui ne meurt jamais, des années plus tard, j'ai la réponse, c'est la joie. Mais la joie sans raison, la joie sans objet, ça, je pense que ça ne meurt jamais, parce que c'est nous fondamentalement. Mais on voit que pour arriver à cette réflexion-là, c'est un grand chemin intérieur avec des pertes de repères, avec des pertes de joie aussi, quoi. Mhm. Ok, Mm. très bien, merci. Et du coup, bah, c'est intéressant parce que ça m'amène à la question suivante qui est trouver sa voie devrait s'apprendre à l'école. Qu'est-ce que ça t'évoque? Mm. Parce que moi, je pars du principe de l'idée que justement, il n'existe pas, en fait, pour moi, on devrait presque créer une matière, une discipline
pour trouver sa voie, en fait. Qu'il y a un enseignement complet là-dessus et que du coup, ça permettrait d'éviter certaines souffrances parce que j'ai observé beaucoup de souffrances chez les adolescents notamment. C'est-à-dire, mais je dois faire quelque chose, mais je ne me connais pas, je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas quoi faire. Du coup, toi, pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Trouver sa voie devrait s'apprendre à l'école. Alors, tout dépend d'abord de quelle école parle-t-on, si c'est école, déjà l'école primaire ou après le collège. Alors, je ne sais pas si c'est trouver sa voie qui devrait s'apprendre à l'école. En tout cas, ce qui devrait s'apprendre à l'école, c'est une meilleure connaissance de soi et ne pas être dans le compétitif et le comparatif. Alors ça, ça c'est le fondement, mais c'est tellement le contraire de ce qui se passe, puisqu'il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un dernier, mais avec une forme d'intelligence. Alors déjà, il faut arrêter avec ces formes d'intelligence-là. Il y a plusieurs types d'intelligence. Donc moi, déjà, ce qui me semblerait important, c'est qu'on parle de ces différents types d'intelligence et qu'elles soient toutes valorisées. Donc, et ça participe à trouver sa voie parce qu'on va voir qu'il y en a qui sont très doués avec leurs mains manuellement, ils sont incroyables. Il y en a vraiment une intelligence de cœur, ils sont très doués pour réunir les personnes. Enfin, on voit qu'il y a quand même des natures profondes, mais qui ne sont pas valorisées dans le système éducatif. Donc, déjà, pour moi, ce qui devrait s'apprendre, enfin, ça peut paraître bête, mais c'est s'aimer. D'abord, c'est de savoir quelle est notre singularité qui devrait s'apprendre, en quoi on est singulier. Et en plus, c'est ça qui est fantastique. On adore les enfants pour leur singularité. Il y en a un qui va parler tout de suite, il y en a un, au contraire, il va courir. On le sait bien qu'il n'y a pas la parole qui n'arrive pas en même temps que les mouvements. Donc, mais personne n'est supérieur à un autre. Enfin, pourquoi on dirait qu'il y en a un celui qui court, il serait inférieur à celui qui parle ou vice-versa, mais ça n'a pas de sens. Donc, en fait, ce qui aurait un sens pour moi, c'est donner la place à chacun. Et à chaque fois, de valoriser les actes des enfants. Oh, dis donc, qu'est-ce que tu parles bien. Oh, qu'est-ce que tu es gentil toujours avec les copains de classe. Et en fait, toujours de valoriser en fait, les actes qui sont faits. Et ça, je pense que si c'est bien valorisé, quand il arrive au collège, l'enfant se sent renforcé d'abord dans sa nature première et après, on va affiner cette nature. Et alors oui, ça s'apprend dans ce sens-là. Et quelles sont ses forces? Surtout, quelles sont ses valeurs? Et alors, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des cours d'inspiration. Qui est-ce qui nous inspire? Ça me semble fondamental. Tout ça favorise, à mon avis, trouver sa voie, parce que si on regarde les parcours, imaginons qu'on ait des cours d'inspiration. Donc, on suit depuis qu'on est au collège, par exemple, et même depuis l'école primaire, on suit des parcours comme ça de grands hommes et pas des grands hommes. Hein. Le parcours d'un agriculteur qui est, voilà, comment il a fait sa vie. Et le plus important, est-ce qu'il a été heureux dans sa vie? C'est juste ça. Hein. Donc, on montre le parcours et à chaque fois, l'enfant, il entend le parcours de cet agriculteur, le parcours de cet enseignant. S'il y a un enseignant qui est heureux, qui a mené une vie d'enseignement, un parcours d'un charpentier, un parcours, enfin, bref, tous les parcours qui existent, d'un danseur, mais tous les métiers. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un métier qui est supérieur à un autre. Et ça, le problème, c'est que ce n'est pas ce qui est transmis à l'école. Alors, ce qu'il faudrait transmettre, je ne sais pas si c'est trouver sa voie à l'école qui doit s'apprendre, c'est trouver la non-dualité, le non-jugement, le respect de chacun et valoriser les atouts de chacun. Et alors, s'il y avait des cours dans ce sens-là, combien les enfants seraient heureux de dire « Ah ben oui, lui, il est vraiment doué là-dedans, il est doué en mécano, c'est incroyable, on l'a remarqué. » En fait, chacun aurait sa place dans un non-jugement. Alors oui, ça s'apprend et ça m'a manqué parce qu'en fait, moi, je trouve que j'ai jamais eu d'enseignants qui ont particulièrement valorisé l'élève que j'étais. Enfin, j'étais plus ou moins une bonne élève, ça dépendait des matières. J'étais nulle en maths, par exemple. Mais je trouve que ça aurait été intéressant de me permettre de croître. Ça aurait été passionnant. Donc, avec mes singularités, mes dons, j'avais déjà l'élan d'aider les gens. Alors, pour ceux qui aiment aider, on fait des cours particuliers, on fait des ateliers. Alors, qu'est-ce que tu en fais de ton grand cœur? Comment on peut aider? Et là, c'est très concret, par contre. Et dans ce concret, comment tu mets les choses en place? En fait, il faut parler des dons, des singularités, et après les mettre dans le concret. Oh, ça, pour moi, c'est une école de rêve. Et ça participe vraiment à trouver sa voie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui,
Oui, c'est quelque chose de très important, notamment cette question de la compétition dont tu as parlé ou des notes, de la notation. Il a été observé par une psychologue américaine que le fait de mettre des notes donc, aux élèves, ça génère de la comparaison. Ah, bien sûr. Et cette comparaison, elle est problématique parce que elle génère donc un jugement négatif pour ceux qui reçoivent des mauvaises notes. Et ce jugement-là, il entraîne un arrêt du fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau ne rentre plus dans une dynamique d'apprentissage. Alors qu'ils ont fait une expérience, du coup, ils ont fait vraiment avec de l'imagerie médicale, avec voilà, tout ce qu'il y a de plus haut en technologie au niveau des neurosciences. Et ensuite, ils ont pris des groupes d'élèves qui avaient les plus mauvaises notes, qui étaient les plus mauvais de 2 académies aux États-Unis. Et ils ont donné comme indication au professeur donc déjà d'enlever les notes, Ah oui. de mettre un système de, voilà, là c'est acquis, là vous êtes en train d'acquérir la Mhm. connaissance, voilà, Ah oui. ce nouveau système qui est en train d'apparaître quand même à l'école primaire, ça fait un moment qu'il est là dans les écoles primaires, et ensuite de dire aux professeurs, aux enseignants, maintenant vous allez encourager les élèves, c'est-à-dire que quand ils n'auront pas acquis la connaissance, c'est-à-dire comment est-ce que tu peux apprendre? Ah tiens, je crois en toi, je pense que tu peux y arriver, Mhm. peut-être, voilà. Et là, juste le fait d'encourager l'élève, aussitôt, ils ont observé dans les imageries médicales que le cerveau se met en hyperactivité. D'un seul coup, il est en ébullition et comment est-ce que je vais faire pour comprendre, pour intégrer la connaissance? Donc, en fait, voilà, c'est très intéressant ça. Et puis, bon, je te Ah rejoins oui. complètement sur cette idée aussi des métiers euh, et d'apprendre. Alors, tu parlais des personnages inspirants, les inspirations, mais aussi que du coup, on va ensuite expliquer à travers ces dimensions, qu'est-ce qu'il a fait comme métier, comme activité dans sa vie et en quoi il a été heureux. Et en effet, c'est ce que tu appelles les personnages inspirants. C'est ça, c'est des personnes qui sont accomplies finalement professionnellement et qui pourraient en effet intervenir, même témoigner, soit on irait les faire rencontrer, soit il y aurait des écrits sur eux, et qu'en effet on ait cette image positive du travail, parce qu'en effet le travail, souvent, c'est un peu mal vu. Il y a tout travail, hein, la signification juste pure du terme latin, tripalium, instrument de torture à 3 pieds, donc c'est vrai qu'il y a un peu dans notre inconscient et notre représentation collective quelque chose de négatif, alors que le travail, c'est quelque chose de très noble et quelque chose voilà, d'essentiel à la vie, parce qu'on est tous amenés à travailler, finalement, à contribuer. Alors, c'est vrai que plutôt que de parler de travail, on pourrait, OK, on pourrait demander comment est-ce que tu contribues, comment est-ce que tu aurais envie de contribuer. Et pour ça, c'est vrai qu'on a besoin d'exemples, de modèles d'inspiration. Donc, je te rejoins tout à fait. Merci ouais, c'est très, très intéressant. Ça m'amène à cette autre question. Pour en savoir un peu plus sur toi, quelles solutions, enfin, on a commencé à en parler, mais toi, les solutions que tu apportes concrètement pour répondre à ce problème de connaissance de soi à l'école. Tu nous as parlé de ton jeu. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ou peut-être d'autres choses aussi? Oui, oui. Alors déjà, oui, terre de joie, pour moi, ça participe à la connaissance. D'ailleurs, c'est toujours ce que je dis aux enfants quand je joue avec eux et j'encourage les enseignants à poser aussi ce genre de questions. C'est donc quand tu vis une pratique, bon, il y a 84 expériences et après, il y a les enfants sont invités aussi à en inventer. Mais quand on vit une expérience, en fermant les yeux, en utilisant son imaginaire et en utilisant la poésie et la poésie des mots et leur sens, on voit que les mots ont un sens et emmènent dans des mondes particuliers, des mondes intérieurs. Donc, c'est les rendre responsables par rapport à la qualité du mot, mais leur faire ressentir les mots. Si les enseignants arrivent à transmettre cet amour et ce sens du mot, en fait, c'est comme ça on peut rendre responsable et autonome un enfant. Et pour moi, je suis très sensible à cette responsabilisation en fait de l'enfant. Et, euh, et j'ai l'impression qu'en transmettant ce dispositif, je les invite à expérimenter quelque chose qu'ils ne vont jamais oublier dans la vie. En fait, je voulais leur donner des outils pour la vie, des outils quand ça va moins bien. Donc ça fait partie de la connaissance de soi. J'ai la capacité
J'ai la capacité en moi à me calmer, à trouver de la joie et à aider les autres à être dans plus de joie. Alors, c'est quand même une belle connaissance de soi et de l'autre aussi, parce que ça va être, tiens, quel mot je vais pouvoir lui offrir à celui-là qui souffre en ce moment, qui ne va pas bien. Donc, c'est travailler l'intention aussi. Ça, c'est tout ce que j'ai travaillé en tant qu'art thérapeute à l'hôpital. Donc ça, c'est une partie de toute mon expérience autour de Terre de Joie dans les écoles primaires et maternelles. Et c'est vrai que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je participe à un nouveau dispositif. Quand je me suis posé la question, on m'a demandé de créer Terre de Joie au collège. Oh, je me suis dit non, mais Terre de Joie au collège, ça n'aura rien à voir avec Terre de Joie à l'école primaire. Ce n'est pas les mêmes joies. Et je ne voulais pas le faire au début parce que je me suis dit, mais ça va être monstrueux comme travail. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, attends, on me l'a demandé, quand même, je vais réfléchir. Quelle est la joie, en fait, d'un adolescent? Mais la joie, c'est de savoir ce qu'il va faire plus tard. C'est ça, la joie. La joie d'être apaisé là, maintenant, donc d'avoir toujours des outils de bien-être, des outils voilà, de pratiques intérieures, de respiration, de méditation, ça pour être stabilisé émotionnellement, c'est important, hein, là, maintenant, dans le présent. Et se projeter avec joie dans le futur. Donc d'abord, c'est de ne pas avoir peur. Pourquoi on n'a pas peur? Parce que si on est centré sur sur ses valeurs et de ce qu'on va apporter au monde, on n'a pas peur. On est agi. Enfin, ça nous donne une vibration particulière. Donc, en ce moment, ça fait quand même plus de 2 ans que je suis sur la co-création de ce dispositif parce que je ne l'ai pas fait seule, je n'ai pas créé seule ce dispositif parce que moi, je ne venais pas du milieu de l'orientation. Il se trouve qu'il y a une personne qui avait écrit des livres sur l'orientation intrapersonnelle, donc selon les travaux de Jung, il travaillait avec les archétypes, il travaillait déjà l'orientation avec les archétypes à l'école. Je me suis dit, bah, dis donc, c'est fantastique, c'est novateur ça. Et on s'est mis ensemble. Et j'en ai parlé à la maison d'édition Nathan. Je dis, vous seriez d'accord pour un dispositif lié à l'orientation au collège? Et ils ont dit oui. Parce qu'ils ont bien compris qu'en ce moment, il y avait un manque. Pourquoi il y a un manque? C'est qu'on s'est rendu compte que presque 80% des métiers, ou en tout cas 70% des métiers, vont être nouveaux dans le futur. Ah, donc ça veut dire qu'on va parler de l'orientation différemment. Et comment on peut apaiser ces jeunes alors qu'ils vont s'orienter alors que le métier n'existe pas? Mais pour moi, l'apaisement, c'est, comme tu l'as dit, la connaissance de soi. Donc, tout le dispositif est basé sur la connaissance de soi. On a envisagé le voyage du héros. On est parti là-dessus. Donc, ça va être, c'est très, comment dire, c'est très bien écrit pour les enseignants. On va dire, c'est séquencé. Voilà ça que je voulais dire. Donc, il y a plusieurs séquences. C'est facile pour eux. Et on emmène les jeunes dans un voyage autour du héros. Donc, ils vont créer leur avatar. Et dans ce chemin, ils vont savoir quelles sont les forces, quelles sont les valeurs qu'ils vont défendre dans leur vie. Et le message principal qu'on délivre, c'est le plus important, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment on le fait. C'est de s'écouter soi-même en fonction de ses dons et de ses valeurs et de créer sa vie en fonction de ça. Ça veut dire de créer sa vie en fonction de la question combien ça apporte et non pas combien ça rapporte. C'est de changer le système de valeurs de l'orientation classique. Il faut arrêter de dire aux jeunes faire un métier qui gagne bien. De toute façon, l'avantage du futur, c'est que on va perdre nos repères. Il n'y aura pas forcément un métier qui gagne bien, un métier qui ne gagne pas. Ça veut dire quoi? Puisque le futur est à créer. Donc, autant le créer en fonction de ses valeurs et ne pas transmettre la peur aux élèves, la peur que moi j'avais. J'avais peur de vivre quand j'étais plus jeune. Je me dis, mais quelle part je vais écouter? La part artiste, la part thérapeute, la part sociale? Quelle part j'écoute? Mais est-ce que je peux écouter les deux? Et en fait, ma vie m'a prouvé que je pouvais écouter les deux parce que je suis devenue art thérapeute. Et j'ai créé un nouveau métier, le métier de nettoile. Donc moi, j'ai l'expérience dans le corps et dans le cœur, la création d'un nouveau métier qui a très bien marché parce que il y a plusieurs nouvelles nettoiles qui sont sur Terre. Enfin, la transmission marche, ça se pratique bien. Donc, j'ai vécu la peur d'échouer, la peur de ne pas savoir quoi faire, la peur d'aller au bout de mes rêves. Et j'ai vécu la joie de réaliser, de concrétiser et de faire avec générosité, avec cœur. Et c'est le message que je vais donner aux élèves, c'est si tu fais ta vie avec cœur et conviction, si tu as un acte généreux à proposer aux autres, moi, je pense que ton rêve va se réaliser. Mais attention, le rêve, c'est est-ce que c'est bon? C'est bon pour toi, c'est une première question, mais est-ce que c'est bon pour la Terre?
Est-ce que c'est bon pour le vivant en général? Est-ce que c'est bon pour les animaux? Est-ce que c'est bon pour la planète? En fait, il y a plein de questions à se poser. En fait, on rentre vraiment dans un système coopératif, d'interdépendance qu'on a mis au cœur du dispositif. Donc, c'est en ça que c'est très novateur. Je remercie vraiment. Enfin, on espère que ça va être édité. Là, on est encore en phase de test avec différents collèges. Il y a 100 collèges en ce moment qui sont inscrits pour le tester. Et j'aimerais vraiment que ça marche parce que c'est un peu novateur quand même. C'est une autre façon d'entrevoir l'orientation en fonction de vraiment qui on est profondément et surtout où en est le monde. C'est pas mon avenir personnel en fonction de moi, juste je veux gagner de l'argent, puis c'est tranquille. Non, non, ça va pas être comme ça. Non, c'est coopératif, généreux, altruiste, respectueux de l'environnement et ça, on y tient énormément. Donc, c'est vertueux. En fait, on a créé un dispositif qui est vertueux. Et je ne crois qu'en ça, en fait. Et je suis un témoignage vivant, en plus que ça marche, parce que j'ai écouté mes rêves et j'ai dépassé ma peur. Et c'est le message que j'ai envie de délivrer en ce moment, c'est mais dépasse ta peur. Fais-le avec conviction, avec valeur, mais tu vas voir, tu vas t'en sortir. Voilà. Voilà ce que je propose. Mais bon, encore une fois, on est encore en phase de test. J'espère que ça va marcher. J'espère que les enseignants vont se l'approprier. Mais en fait, ce qui a été fou, ça va te faire plaisir, c'est de savoir que quand on a lancé le principe, parce que c'est un principe de test hein, au niveau de l'EA, le nombre d'enseignants, ils venaient tous, ils s'inscrivaient. Oh là là, on est perdu, on n'a aucun repère, on ne sait pas comment les aider. J'ai même eu des profs qui m'ont dit, moi, je ne prends plus les classes de troisième tellement que c'est anxiogène, tellement que je ne sais pas les accompagner, tellement que je ne sais pas quoi leur dire pour leur orientation. Je ne veux plus les avoir. Je prends les classes d'avant. Non, mais je dis, mais il y a un grand vide. En fait, il y a un vide, il y a un manque d'accompagnement, non pas pour dire, bah, vous pouvez faire filière générale ou filière pro. Enfin, c'est pas pour dire les choses techniques, mais c'est les choses profondes, mais toi, qui tu es et qu'est-ce que tu veux faire avec qui tu es et quelles sont tes valeurs. Et justement, tout à l'heure, on parlait des cours d'inspiration. J'ai mis à l'intérieur des cours d'inspiration pour encourager aussi les jeunes à trouver leur moteur, qui sont leurs sources d'inspiration. Donc, il y a tout un dispositif où ils vont créer une carte de personnalité, ils vont le présenter à la classe. Voilà, moi, il y a un tel qui m'inspire avec ses valeurs et après, et je reconnais que ces valeurs sont mes valeurs. Donc voilà, c'est pour nourrir tout ça, mais bon, on est en phase de test et c'est un sacré chantier, hein. Mais c'est J'imagine. encourageant. Ok, donc là, tu nous dévoiles. Ah oui, là c'est en primeur parce qu'on n'a encore pas vraiment parlé. Oui, oui, on l'a pas vraiment dit, mais ouais. Comment vous avez défini un nom déjà? Comment ça s'appelait? Oui, non, non, je le dis pas parce qu'on est en négociation avec Nathan. Ils m'ont déjà fait comprendre que peut-être que ça va pas s'appeler comme ça. Parce que je suis toujours un peu originale dans les noms, donc non, non, on ne sait pas encore comment ça va s'appeler, mais on est vraiment au service des enseignants qui sont Oui, perdus et au service des jeunes aussi qui oui, sont perdus. Et oui, savoir une chose, c'est que ça génère énormément d'angoisse actuellement. Et il faut savoir aussi une chose, je ne sais pas si toi tu vois ça, mais tu dois sûrement voir ça, c'est que des fois il y a une fidélité, hein, on veut être fidèle à sa famille. Il faudrait être fidèle à soi, mm, mais pour arriver à cette phase de... En fait c'est une phase de connaissance de soi, parce que pour arriver un peu à bifurquer de la volonté des parents, excusez-moi les parents, mais des fois les parents forcent un peu ou mine de rien amènent sur un chemin, et ben, il n'y a que la connaissance de soi qui peut faire dire à un enfant, mais toi, tu as fait ce chemin-là, mais alors moi, mes forces et mes dons et mes valeurs, mm. c'est ça. Et j'ai envie d'aller là. Et je vais être très heureux comme ça. Et en fait, tout le dispositif est centré sur le bonheur, bien sûr, le bonheur du présent et le bonheur du futur. Mais n'ayons pas peur, arrêtons de faire peur à nos enfants. Mhm. Ouais, ça rejoint. Alors là, tu es déjà en train de presque commencer à répondre à la prochaine question. Mais, mais en effet, c'est quelque chose que j'observe beaucoup. Euh, les peurs projetées voilà, des adultes vers les enfants. Non, on va pas faire ça en fait, tu vas pas bien gagner ta vie. Voilà. Voilà, avec la question des valeurs, tout ça. Et aussi, autre chose que j'ai observé, c'est ce gros vide et cette angoisse, comme tu parlais là, pour les professeurs. Parce qu'ils se retrouvent avec des responsabilités, en effet, d'accompagner les jeunes à trouver des filières qui vont leur correspondre, en effet, dès la quatrième, troisième. Et on leur dit, bon voilà, vous avez tant d'heures de vie de classe pour réfléchir sur l'orientation, mais par contre, il n'y a aucune formation,
ils se retrouvent démunis en fait parce qu'ils n'ont aucun outil, aucune méthodologie finalement pour les accompagner. Et c'est ce en quoi moi c'est là que je me suis dit, mais oui, en fait, il y a un vrai vide là-dessus et c'est aussi l'intention de l'écriture de ce livre, trouver sa voie devrait s'apprendre parce qu'en effet, je dis, c'est une discipline qui Oui. est vaste, qui englobe tout ce savoir-être dont tu parlais très bien. Et puis voilà, toute cette dimension c'est un savoir-être en fait finalement, Mm. trouver sa voie. Et du coup, je Dans trouve le ça hyper dispositif qu'on a intéressant. écrit, excuse-moi de te couper la parole, dans le dispositif qu'on a écrit, on a surtout mis aussi en avant, et ça finit là-dessus, amener des professionnels de l'orientation. Hein. C'est-à-dire que vous, votre travail, déjà, s'ils ont fait ça, on fait un travail préparatoire, mais c'est certainement pas pour comment dire, prendre la place du conseiller d'orientation, du spécialiste comme toi qui pourrait intervenir. On est là pour aider les enseignants à bien accompagner les élèves et à la fin, c'est mais faites venir des professionnels de l'orientation, ça va être magnifique et vous allez voir, ils ont les compétences pour accompagner jusqu'au bout. Ben, le professeur, il ne sait pas tout faire non plus. Mais il faut savoir qu'il y a des heures, effectivement, comme tu l'as dit, qui sont dédiées à l'orientation. Et puis après, en, en fait, je crois que les enseignants, des fois, peut-être se posent pas vraiment la question de qui faire venir. Donc là, ça sera très clair, on va dire qui faire venir. Et puis surtout qu'il y a de l'argent qui est mis, l'argent de la région qui est mis pour ça. Enfin, il ne faut pas croire qu'il y a une problématique d'argent. Des fois, ça peut aussi se résoudre. Il faut en parler aussi avec le directeur de l'établissement. Est-ce que ça peut être un projet d'établissement, de vraiment le centrer sur l'orientation et faisons venir des gens comme toi, des conseillers d'orientation, des spécialistes de l'orientation pour qu'ils aident les enseignants. C'est pas où, hein, c'est pas à la place d'eux, je veux dire, c'est avec. Ouais, C'est un complètement. dispositif qui va vraiment apaiser les enseignants et les élèves et qui va permettre une belle liaison avec les professionnels de l'orientation. C'est comme ça qu'on l'a conçu en tout cas. Mhm. Ok. Non, mais je trouve ça vraiment une très belle initiative et qui du coup, bah, voilà, ça converge vraiment, ça va vraiment dans le sens de l'intention de ce projet que je porte et qui me tient à cœur. Mm. Parce que oui, en effet, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de ça. Et comme tu as dit, toi, tu en as souffert, moi, j'en ai souffert finalement. Je crois qu'on a un peu tous souffert de ça, sauf voilà, certains, voilà, il y a toujours des exceptions. Hein. Moi, je me souviens, j'avais des amis, un ami notamment, c'était très clair, à 13 ans, 14 ans, il voulait être maréchal ferrant. Eh bien, Personne dans génial. sa famille n'avait jamais fait ça, ça sortait de nulle part, on ne sait pas pourquoi, mais c'était clair, il savait ce qu'il voulait faire. Il y a certaines personnes qui portent ça, Ouais, et ça peut ouais. s'expliquer. Mm. Voilà, quand on étudie un peu l'astrologie, on peut comprendre aussi en fonction des planètes, de sa naissance. Moi, j'ai rencontré des astrologues qui pouvaient t'expliquer clairement en fonction de ton influence planétaire que, en effet, tu peux avoir une forte détermination à ta naissance, enfin, dans ta jeunesse, à dire, bah, je vais savoir ce que je vais faire. Ça s'explique par, je sais plus quel, il y a une planète qui explique ça. Bon. Sans entrer dans l'astrologie, en attendant, il y a quand même beaucoup de jeunes qui ne savent pas quoi faire. Et c'est vrai que c'est un vrai problème et c'est une vraie source d'anxiété et qui génère aussi beaucoup de problèmes ensuite, par la suite, euh, après dans les études supérieures, parce qu'il y a énormément de jeunes finalement qui se retrouvent à changer d'études parce qu'ils ont commencé certaines études et se rendent compte au bout de 6 mois ou même ouais, d'un an, ou peut-être un peu plus tard ou un peu plus tôt, enfin peu importe, mais ils se rendent compte que ça ne va pas en fait. Là où ils sont, ça ne va pas. Et du coup, ça amène des dépressions et il y a même je sais, des caisses d'assurance maladie qui se préoccupent aussi beaucoup de cette question et Mm. qui même parfois financent des accompagnements à l'orientation pour les jeunes parce qu'ils se sont rendus compte que eux, ça entraînait beaucoup de dépenses par la suite parce qu'il y a un vrai problème de dépression en lien avec ce sujet. Donc, c'est vraiment un sujet qui est hyper important, quoi, savoir ce qu'on va faire. Alors, Mais ça, ça a toujours été important. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais jeune, ça me touchait et je me disais, mais on va enfin avoir un conseiller d'orientation à la hauteur, quelqu'un qui pourrait m'apaiser. Mais en fait, après, quand je repense à ma vie, je me dis, mais est-ce que quelqu'un aurait pu m'apaiser on aurait pu m'apaiser en me disant, n'aie pas peur, écoute tes valeurs et peut-être que ce métier, tu vas l'inventer. Mais en fait, à l'époque, on ne disait pas ça. On ne disait pas, je ne savais pas que j'allais inventer un métier. Mais là, d'ailleurs, dans le dispositif, là, on le dit déjà aux jeunes. On dit peut-être qu'il n'existe pas ton métier. Bah oui, parce qu'on est bien au courant maintenant. Puis, ce n'est pas une pensée farfelue, c'est une pensée de Pôle emploi. Non, ce n'est pas du tout une pensée farfelue, c'est une pensée vraie de ce monde, c'est qu'on va inventer de nouveaux métiers. Alors, il y a même une fiche technique. Hein. Eh bien, invente un nouveau métier. Tu mettrais quoi dedans? Puis, comment il pourrait s'appeler? Et est-ce qu'on ne pourrait pas un peu jouer aussi avec notre vie, mais alléger un petit peu ça? On ne sait pas ce que ça va donner. Mais moi,
enfin, j'ai quand même créé un métier qui s'appelle une étoile. Qui pensait que ça pourrait exister? Et ça existe bien. En fait, il faudrait vraiment ouvrir un espace de rêve. Alors, ça paraît farfelu quand je dis ça. Ça peut paraître complètement planant. Pas du tout. D'ailleurs, il faut penser à la phrase d'Einstein hein, qui disait que c'est l'intelligence te mènera d'un point A à un point B, l'imaginaire t'emmènera partout. Oh, un grand scientifique qui dit ça, est-ce qu'on pourrait écouter cette phrase et cette profondeur? Donc, ça veut dire que moi, quand je dis à un jeune, tu peux peut-être créer, inventer un nouveau métier, c'est pas quelque chose de. Enfin, ça peut déjà paraître un petit peu planant, mais après, on redescend. Alors, ça demande quoi comme compétence? Qu'est-ce que tu crois? Et là, on redescend, concret, concret. Moi, ma vie, c'est une existence très, très concrète. J'amène beaucoup de joie. En plus, je dis que je suis une étoile créatrice de joie, donc ça n'existe pas du tout sur Terre. Mais c'est très, très concret. Hein, ce n'est pas quelque chose qui flotte dans l'air, non. J'ai créé les dispositifs, c'est édité chez Nathan. Quand je suis une étoile, j'ouvre une porte d'hôpital, je convainc un chef d'établissement, un chef d'hôpital, enfin, je vois un chef de service, bref. C'est quelque chose de très, très, très concret. Donc, en fait, un rêve, ça s'arrose de quelque chose de très concret. Et là, on est d'accord. Et là, on peut rejoindre toutes les disciplines, on peut réfléchir avec les enseignants, justement, en disant, ah, tiens, il faut un petit peu de littéraire, il faut quand même beaucoup de mathématiques. Puis après, oh, ça se construit. Et aussi, ce qu'on dit, c'est que si jamais vous vous trompez de voie, enfin, pour moi, il n'y a jamais vraiment d'erreur fondamentale. Si on est axé sur nos valeurs, bon, on a fait un peu, on a fait, je ne sais pas, 2 ans, bon, on ne sait pas trop à quoi ça va servir, mais en fait, on ne sait jamais comment après ça peut resservir. Donc, Alors, en fait, il faut sortir de l'échec la réussite. Faut se dire que le chemin qu'on mène, c'est un chemin enfin, essayer de faire en sorte que, voilà, que ce soit un bonheur au présent et qui amène vers un chemin vers le bonheur. Mais le bonheur, pour moi, n'est pas un endroit arrivé. C'est le bonheur et le chemin. C'est pas l'arrivée qui est le bonheur. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et si on se dit ça, fondamentalement, quoi? Ben, on fait ses études et c'est pas arriver à la fin des études qui va nous rendre heureux. C'est déjà faire l'étude qui rend heureux. Et après, c'est phase après phase. Sinon, ça fait quoi? Ça fait qu'on croit toujours que le bonheur, ça va être pour demain. Et on ne l'atteint jamais. Attention à ce piège. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de la joie intérieure. La joie intérieure, c'est quoi? C'est ici, maintenant. Quel est mon moment de joie? Mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'objectif. On est toujours dans une société où il faut toujours qu'il y ait un objectif, il faut qu'il y ait un résultat, faut qu'il y ait... Non, mais attends, le chemin, c'est le bonheur. Le chemin, c'est la joie. Il y a beaucoup de travail en France pour transmettre cette idée-là. Parce que c'est... Ouais, mais ça serait vraiment intéressant qu'on transmette ça aux élèves, quoi. Donc, je le fais à ma façon, voilà. et alors, je te rejoins totalement sur ce sujet. Et en effet, alors moi, je partais du principe, de l'idée que on devrait. En fait, il y a des phases, je pense, de souffrance qui pourraient être évitées. Justement, en apprenant à se connaître plus tôt, on pourrait éviter certains écueils en effet, l'erreur, elle fait partie du chemin. Elle fait partie de l'expérience finalement, de se tromper, peut-être qu'on va tester quelque chose. Puis c'est de ça qu'on va apprendre finalement, c'est de toutes les erreurs qu'on va apprendre et qu'on va petit à petit affiner notre projet. Mais quand même, il y a des connaissances de base qui, à mes yeux, sont essentielles et que si on sait discerner sur soi, si on sait se connaître quand même plus tôt, il y a certaines grosses erreurs qu'on pourrait éviter. Et je pense que c'est mieux de faire des petites erreurs que certaines grosses erreurs qui vont avoir des conséquences ensuite sur notre morale et sur nous-mêmes. Voilà, ça, c'est vraiment mon parti pris de dire, OK, comment on peut envisager l'erreur, c'est sûr, mais aussi on peut éviter certaines grosses erreurs, vraiment. Bon, après, voilà, ça fait partie de l'expérience, c'est OK, mais bon, quand même, je pense qu'on peut vraiment certaines grosses erreurs d'orientation, notamment, les éviter. Parce qu'en effet, après, ça entraîne beaucoup de mal-être. Et c'est pas le but. Alors, je te propose de te poser cette question qui m'est chère aussi. C'est toi, la question de la parentalité, les parents, comment soutenir au mieux les jeunes dans la connaissance d'eux-mêmes, dans l'expression d'eux-mêmes? Est-ce que tu aurais un conseil? C'est quoi ta vision, toi? Quelle attitude serait juste pour accompagner les enfants dans l'expression d'eux-mêmes, dans la connaissance d'eux-mêmes, afin de leur permettre, voilà, juste d'exprimer ce qu'ils portent en eux, d'exprimer leurs rêves finalement, pour te rejoindre sur la question Bah du ouais. rêve.
C'est difficile, hein. J'aime pas trop donner des conseils parce que ça voudrait dire que moi j'ai une vérité, les autres ils ne l'ont pas. Mais oh, Des la chose idées. la plus importante en tout cas, mais c'est difficile, hein, c'est ne pas transmettre la peur. Pour moi, c'est un des plus grands poisons, la peur. Mhm. Donc le plus grand conseil que je puisse donner aux parents pour qu'ils aident leurs enfants, c'est qu'ils s'apaisent eux-mêmes. Mais il n'y a que ce chemin-là fondamentalement. Un parent apaisé, qui a confiance en lui, qui n'a pas peur de l'avenir, je ne sais pas si on a encore beaucoup des parents qui n'ont pas peur de l'avenir, mais qui ont une forme de confiance et de conscience d'eux-mêmes et qui connaissent ce chemin intérieur, qui connaissent ce chemin de la vie, quoi, que parfois on va là et puis après on va là et puis enfin, que le chemin n'est plus du tout direct. Maintenant, on passe par des montagnes, passer des vallées, on va sous l'eau, enfin bref. Et si on accepte ce chemin-là et qu'on le regarde en honnêteté et qu'on transmet à l'enfant que oui, il y aura des vagues, il y aura des montagnes, mais où est le cap, où est le centre? En fait, il y a une chose à transmettre à un enfant pour moi, et c'est en tout cas ce que je fais en tant que maman, parce que moi je vis l'expérience de maman, c'est quel est ce centre à l'intérieur? Quel est le plus important? Quel est le plus important? Quelle est la chose? Où est-ce que tu peux trouver ta force? Alors, c'est accompagner l'enfant aussi dans son don et dans son intériorisation aussi, mais sortir de réussir et échouer, ce qui n'est pas facile en tant que parent, parce qu'on préférerait vraiment que son enfant soit le premier. Alors déjà, il faut arrêter avec cette phrase-là. Il ne faut pas dire à son enfant, moi j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit à son enfant soit le premier, mais il y en a plein qui peuvent se dire ça, soit le premier, ben non. Moi je dis à chaque fois, sois gentil. Ouais, ça me semble une valeur essentielle dans ce monde. Et quels sont les exemples? En fait, si on veut transmettre quelque chose à son enfant, il faut soi-même qu'on l'incarne. Alors, quel exemple on donne? Donc, moi, je pense que le plus grand conseil que je puisse donner aux parents, c'est un conseil super dur, c'est d'être heureux. Donc, c'est un conseil dur, ouais. C'est de transmettre, c'est de véhiculer ça. C'est que mon fils, il me voit vivre au quotidien. Il sait bien que c'est pas du tout tous les jours rose. Il voit bien mes vagues. Mais je lui transmets que t'inquiète, j'ai un centre, j'ai un centre. Donc, c'est pouvoir transmettre ce centre à son enfant, donc par des respirations aussi, transmettre des outils de connaissance de gestion émotionnelle, hein, apprendre un enfant à communiquer aussi, à exprimer les besoins, hein, à la base de la communication non violente. Voilà, donc c'est transmettre des choses vraiment, à mon avis, aussi relationnelles et une confiance en la vie. Mais si les parents n'ont pas confiance en la vie, comment ils peuvent transmettre ça à leurs enfants? Donc la plus belle chose que vous puissiez faire, c'est vous apaiser vous-même et avoir confiance en la vie et confiance donc du coup en votre enfant. Mais ça, c'est quand même pas facile parce que c'est lutter aussi contre un transgénérationnel parce que en fait on dépend aussi de toute une lignée. Il y a une lignée qui a peut-être parfois besoin d'argent, il y a une lignée qui a besoin de confort, de sécurité. Alors on va dire à son enfant bon surtout tu fais un métier sécure, hein, surtout tu voilà, fonctionnaire c'est bien par exemple parce que tu auras la tranquillité, tu vois, et on transmet tout ça. Mais l'enfant qui veut être libre et qui n'a pas du tout cette conscience-là, il se dit ah bon? Et déjà, tac, un carcan. Donc, en fait, il faudrait arriver, mais c'est vraiment difficile comme conseil, arriver à ne pas donner de règles pour le futur, à ouvrir, en fait, à pas dire il faut ceci, il faut cela, c'est-à-dire et amener une réflexion sur qu'est-ce qui te rend heureux déjà. Eh bien, donne-toi les moyens de. Alors, par contre, après, c'est un peu la rigueur quand même. Hein. C'est pas qu'un monde fantastique où on dit bah, tiens, vas-y, fais ce que tu veux. Pas du tout. Donne-toi les moyens de vivre ton rêve. Alors, c'est quoi ton rêve? Et c'est la plus belle question qu'on puisse poser à son enfant. C'est quoi ton rêve? Alors, je lui pose souvent au mien. Il ne sait pas. Il sait qu'il va aider. Mais ça me suffit pour l'instant. Et je pense que ça lui suffit. Alors, on n'a pas toujours la réponse, le métier précis. Tu veux aider? Ok, tu trouveras. Tu vas voir dans la vie, tu vas voir. Ça va venir. Le chemin, il va venir. Bon, tu sais que tu veux aider. Bon, voilà. C'est déjà une direction de cœur, en tout cas. Mais j'essaye de ne pas les transmettre la peur. Et ce qui demande vraiment un grand travail, parce que quand c'est nos propres enfants, on voudrait tellement qu'il ait un métier où il gagne bien de l'argent, il gagne bien sa vie.
Mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça. Mhm. J'espère que ça va aider comme conseil, mais c'est pas un conseil facile, hein, c'est pas un conseil Euh, facile. non, c'est pas facile, c'est sûr, et d'autant plus que quand on a, moi j'observe beaucoup comme ça, ce que j'appelle l'effet miroir, où finalement les enfants vont refléter quelque chose aux parents, en lien avec cette complexité qu'est la psychologie humaine, et tu parlais du transgénérationnel, où finalement ça va être parfois difficile et on va vouloir, enfin ça, comment dire, ça revient à cette question de la zone d'ombre. En fait, Mm. on n'a pas appris à être OK finalement avec la zone d'ombre qui existe en chaque être humain. Et pour moi, en effet, pour te rejoindre, chaque être humain devrait faire, enfin, chaque adulte, avant d'avoir des enfants, devrait faire un certain travail pour éviter de projeter comme ça certains bugs, certaines peurs, voilà, d'éviter de les projeter pour les enfants. Je me souviens, j'avais été touché quand j'avais écouté, c'était André Stern qui parlait de ça, il disait, voilà, quand mon enfant grimpe à l'arbre, bah, moi, ça me fait peur. Alors, plutôt que de lui dire arrête, Ouais. il se retourne et il va discuter et il va ailleurs, en fait, il regarde plus son enfant. Et j'étais là, ah ouais, c'est intéressant, du coup, il va prendre soin de lui, de son émotion, mais il la projette pas sur son enfant. Et ça, en effet, c'est une attitude responsable qui n'est pas toujours facile parce que bah voilà, quand on est pris dans un quotidien, toujours avec ses enfants, on ne se rend pas forcément compte en fait, de ce qu'on est en train de projeter sur notre enfant. Et donc, pour moi, ce serait important, en effet, j'imagine, tu vois, créer des ateliers pour les groupes de parents pour qu'ils puissent échanger sur le challenge, sur leurs difficultés, pour qu'ils puissent se faire miroir entre eux, dire, ah ouais, là, ce que tu es en train de dire à ton enfant, et que ça puisse être accueilli, dire, ah ouais, mais là, peut-être que tu vas le toucher, tu vas l'impacter, et ça ne va pas l'aider à grandir, à déployer ses ailes. Et même pour les professeurs, je pense aussi qu'on devrait éduquer les professeurs et que les professeurs devraient aussi faire un travail sur eux, quelque chose que je trouve vraiment dommage parce que dans le cursus universitaire, pour l'avoir fait, à aucun moment on nous demande de faire un travail en psychologie pour aller guérir nos blessures d'enfance. Et souvent, il y a des professeurs qui voilà, vont être dans un mal-être vis-à-vis des enfants et ils vont le projeter aussi sur les enfants, sur les élèves. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment dommage aussi. Oui, alors Ça après, demande du courage. là, tu parles d'une école de rêve ou ce serait aussi une école d'accompagnement des parents. Alors oui, bon, là, c'est du rêve. Mais oui, en tout cas, ben oui. Mais je ne sais pas si on va arriver à ça. Là, c'est quand même un sacré projet, mais ce serait magnifique, hein. Bien sûr qu'il faudrait éduquer les parents. Mais en fait, faut savoir que la vie est tellement complexe. Enfin, il y a aussi des gens qui sont en chemin, il y en a qui ne sont pas du tout en chemin. Enfin, il y en a qui sont des parents violents aussi. Il y a des parents, voilà. Enfin, il y a plein de types de parents quand même. Et alors, comment les enseignants déjà peuvent aider les enfants? C'est déjà, pour moi un endroit très touchant et important. Ça donne un petit peu la chance à tous, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas une inégalité éducative, il ne faut pas rêver, il n'y en a pas une, mais il faut donner le maximum de chance aux enseignants de pouvoir donner cette éducation ouverte, en fait. Et, mais bon, c'est tellement complexe tout ça, hein. C'est très, très complexe. Mm. Alors, Sandra, je te propose qu'on termine par une dernière question. Cet échange très intéressant. Toi, quel est ton rêve pour l'avenir de l'éducation? Parce que voilà, on parlait de rêve. Je ne peux pas dissocier le bonheur des enfants du bonheur des enseignants. Donc, pour moi, il y aurait un rêve, c'est déjà de former mieux les enseignants, hein, dans ce rêve d'éducation. C'est donner les chances de déploiement et la reconnaissance vraiment de ce métier, enfin de reconnaître quand même le travail des enseignants et leur donner toute son ampleur. Et donc, toute l'ampleur, c'est donc pas transmettre que des choses factuelles, les choses, un enseignement sur les mathématiques, enfin bref, aider les enseignants à transmettre un savoir-être, mais vraiment, comme tu disais, pas des nouvelles matières. Je pense qu'il y a des nouvelles matières qui devraient faire leur apparition,
la matière communication. Mais les enseignants vont adorer parce qu'on va leur donner les outils. En fait, là, on est en moment de bascule, hein, donc il y a un système qui ne fonctionne plus, mais on ne donne pas les moyens aux enseignants pour qu'il y ait un autre système qui arrive. Donc oui, il y a des matières nouvelles à proposer, c'est certain. Des matières donc au niveau du relationnel, prendre soin de soi, hein, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Waouh, les matières! Et bien sûr, hein, le lien avec l'extérieur, ça se développe de plus en plus, hein. C'est un phénomène de mode et tant mieux hein, qu'on les emmène dans la forêt, dans la nature, tant mieux hein, qu'on les ouvre vers le vivant avec un grand V. Ça, c'est vraiment fantastique. C'est les rendre éco-responsables le plus tôt possible, en fait, et leur faire prendre conscience que apprendre, c'est extraordinaire quand c'est en lien avec l'extérieur aussi, enfin, sans arrêt, ça, cet aller-retour intérieur-extérieur. En fait, je pense que c'est ça, pour moi, le rêve de l'école du futur, l'éducation du futur, c'est sans arrêt cet aller-retour entre intérieur et extérieur. Mais ça veut dire qu'il y a intérieur aussi. Donc, ça veut dire que tout ce qui est des pratiques de bien-être au sens large, d'amener oui, le yoga, d'amener des pratiques de respiration, des pratiques de méditation, me semble quelque chose de très important pour le bien-être, hein, tout simplement. Et bien sûr, les pratiques artistiques, développer les pratiques artistiques parce que ça développe l'imaginaire. Et quoi? Ça fait quoi? Bah, ça rend très heureux, en fait. Parce que quand on parle du bien-être à l'école, il ne faut pas oublier que qu'est-ce qui nous rend heureux fondamentalement, les adultes? C'est quoi? Bah, on se rend bien compte par rapport au confinement, par rapport à tout ça, mais en fait, les adultes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient des films, ils écoutaient de la musique. C'est créer, c'est l'art, c'est le monde de la beauté qui rend heureux. Alors donc, il faudrait que ça apparaisse un peu plus au sein de l'école, au sein des formations, nourrir les espaces de beauté intérieur, extérieur. Je pense que là, on toucherait quelque chose de vraiment important. Et bien sûr, un système coopératif qui est la base. Si on n'apprend pas dès le début les principes d'interdépendance et de coopération, je pense qu'on n'a rien compris au système qui nous attend. Et ça peut être très heureux. Donc pour moi, le bonheur à l'école, la joie à l'école, c'est justement la joie d'être ensemble et de sentir qu'il n'y a pas de meilleur et de moins bon. On est ensemble avec chacun notre place, trouver notre juste place et le ressentir. Waouh! Si les enseignants étaient formés à ça, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas formés à ça. Donc, j'espère que des gens comme toi pourraient amener à former les enseignants pour donner justement la place à chacun. Chacun sa place, pas de comparaison et des pratiques de bien-être et d'envisager avec joie le futur, parce que le futur, c'est quoi? C'est ce qu'on veut en faire. Donc, c'est se poser la question. Et j'aime bien, et on finira peut-être par ça, j'adore cette réflexion, c'est les Amérindiens qui disaient ça. Tu sais, quand ils se réunissaient, avant de prendre des grandes décisions, ils se réunissaient en tribu et ils disaient, bon, est-ce que cette décision qu'on prend, elle est juste pour les 7 générations à venir? Elle est juste? Ok, on la met en place. Alors, pourquoi on n'amène pas cette réflexion dès le plus jeune âge? Quand tu veux prendre une décision, est-ce que tu penses que c'est juste déjà pour les mois à venir hein et c'est juste pour toute la classe? Est-ce que c'est reproductible? Est-ce que c'est juste pour les autres? Et après, on a grandi. Tu crois que c'est juste pour les années à venir? Oh, mais cette conscience qu'on peut donner, mais en simplicité, en fait. Je pense que ce sont des choses très simples. Ça ne demande pas beaucoup d'argent, mais ça demande une formation, en fait. Donc, l'éducation du futur, pour moi, c'est former les enseignants. Ils vont adorer ça. Ils vont être beaucoup plus heureux. Et les enfants vont le ressentir. Ils vont avoir un autre enseignement. Ça va se faire tout seul. Ça peut se faire tout seul. Il faut un petit peu de moyens quand même, je pense. Et les moyens, c'est aussi beaucoup au niveau de la formation. Je pense que c'est le secret quand même. Hein. On va déjà former les enseignants ou alors les enseignants vont se procurer comme ce que je peux faire, mais j'ai l'impression de transmettre des dispositifs. Alors c'est vrai qu'ils sont très aboutis. Je suis très contente de les offrir, entre guillemets, les offrir, parce qu'il faut les acheter, mais je suis très contente d'offrir ça aux enseignants. Mais je pense qu'il y a une révolution encore plus profonde. Il y a quand même un changement profond qui doit avoir lieu. Moi, je ne me suis pas mise à cet endroit. Je me suis mise aux endroits de vous en êtes là maintenant, alors amenez des dispositifs, créez des rituels bien-être, développer la créativité, transmettez la coopération, connaissance de soi, ok, on y va. Alors, comment vous aider les enfants à mieux se connaître? Voilà, moi, c'est mon endroit. Et à vous d'être à chacun à votre endroit. Et il y a un endroit de la formation qui me semble essentiel. Ah oui, et c'est vrai que pour finir, c'est vrai que maintenant je vais donner des formations. Oui, parce que je me suis dit aussi que les enseignants, enfin même si le dispositif est très bien construit et si tout existe sans moi, j'ai tout fait pour que ça n'existe pas avec moi. Je me suis dit, bon, allez, je vais quand même donner des formations. En ce moment, je suis là-dedans en disant, bon, il faut peut-être les aider aussi, les enseignants, à oser, parce qu'en fait, des fois, ils n'osent même pas,
à oser aller encore plus loin dans la profondeur de cette question de la joie. Donc voilà, j'en suis là. Donc je vais aussi donner des formations. Mais j'espère que les gens qui m'écoutent vont se sentir inspirés et vont sentir aussi que où est-ce qu'ils se situent, c'est plutôt en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que formateur comme toi, quel est l'endroit? Et si enfin, je veux dire, si on pouvait tous s'approprier cette question de l'éducation, elle nous concerne tous, tous. La communauté éducative, c'est nous, hein. Après, il y a les enseignants, mais après, il y a nous, hein, le monde, nous. Alors, quel exemple on donne aux enfants? En fait, voilà, je crois que c'est la conclusion, je ne peux pas faire mieux. Quel exemple on donne aux enfants? En fait, que votre vie soit un exemple. Voilà. C'est simple, en fait. Ça se passera comme ça, à mon avis. Si déjà, voilà. Mais il faut être agissant et je pense, je dis, j'agis. Je ne reste pas qu'au niveau de la pensée. Je dis, j'agis. Voilà. Transmettons ça aux enfants pour le meilleur de tous. Vaste monde. Merci. Merci Sandra. C'est, J'espère que je n'ai pas été trop bavarde et trop longue. parfait. Écoute, ouais, non, vraiment, je trouve que c'est une très belle conclusion de terminer, en effet, ça, et ça rejoint cette fameuse phrase de Gandhi qui est très connue, qui dit: «Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde». Bah oui, en effet, être l'exemple, et c'est vrai que bon, bah, ça demande de la remise en question et la capacité, oui, la capacité de se remettre en question et puis bah, d'oser le faire et Courage, hein. En tout cas, merci pour tout ce partage, c'était très riche et j'espère que ça va pouvoir nourrir la réflexion de certaines personnes. Et voilà, je te dis bah, ouais, merci beaucoup et à très bientôt. Merci Samuel, merci beaucoup. Au revoir.